suis désolée si j'ai blessé des femmes victimes. Je ne peux pas regretter de parler. Je ne peux pas regretter, je suis effectivement l'épouse du président de la République. Une excuse prononcée après plusieurs jours d'attente, mais qui n'a apaisé personne. Au contraire, elle a ravivé les tensions, déplacé la colère et laissé derrière elle un malaise plus lourd encore que le silence. Pourquoi parler alors que le silence semblait avoir tout refermé? Pendant longtemps, Brigitte Macron a été perçue comme une figure engagée, une voix morale, une présence constante dans les combats les plus sensibles de la société. Une image construite, entretenue, parfois idéalisée, puis, en l'espace de quelques secondes, cette image s'est fissurée. Non pas à cause d'un discours public, mais à cause d'un moment qui n'aurait jamais dû sortir de l'ombre. Et c'est là que le malaise commence. Car à travers cette reconnaissance tardive, une autre question, bien plus dérangeante, s'impose. Peut-on encore être soi-même quand on est devenu un symbole ? Peut-on parler comme une femme ordinaire après avoir été élevée au rang de conscience collective ? Brigitte, ou l'épouse du président, la frontière, autrefois invisible, est soudain devenue un champ de bataille. Dans un pays où les mots pèsent parfois plus lourd que les actes, où chaque phrase est disséquée, interprétée, jugée, cette prise de parole n'a pas apaisé. Elle a exposé une tension ancienne, enfouie, que beaucoup préféraient ignorer. Ce n'est donc pas une excuse qui a troublé la France, c'est le miroir qu'elle a tendu. Et ce que chacun y a vu n'a laissé aucune place au consensus. Ce moment n'a pas eu lieu sous les projecteurs. Il ne s'est pas déroulé dans une salle de conférence ni devant des journalistes. Il s'est produit dans un espace que l'on croit encore protégé, mais qui ne l'est plus vraiment. Une loge, en coulisses d'un théâtre parisien, juste avant qu'un rideau ne se lève. Ce soir-là, Brigitte Macron n'était pas là pour prononcer un discours. Elle était venue voir un ami, l'encourager, le rassurer. L'homme s'apprêtait à monter sur scène après des semaines de tension, marquées par des accusations passées, juridiquement closes, mais toujours présentes dans l'opinion. La veille, sa représentation avait été interrompue par des militantes venues dénoncer ce qu'elles considéraient comme une injustice morale. Depuis, la peur était là. Visible, presque palpable. Dans la loge, ils étaient peu nombreux. 4 personnes. Pas de public, pas de mise en scène. Un échange direct, nerveux, imparfait. Lorsque l'homme confie sa crainte, la réaction est immédiate. Une réaction humaine, spontanée, sans filtre. Des mots prononcés pour protéger, pour soutenir, pour repousser ce qui était perçu comme une agression contre la scène, contre l'instant, contre l'équilibre fragile d'un retour. Mais ce moment n'était déjà plus totalement privé. Quelqu'un filme. Sans se signaler, sans prévenir. L'image capte la phrase, mais pas la tension qui l'a précédée. Elle saisit les mots, mais pas la peur. Elle enregistre la colère, mais pas le contexte. Et surtout, elle sort la parole de l'espace pour lequel elle a été formulée. À partir de là, le récit bascule. Ce qui n'était qu'un échange de coulisses devient un objet public. La phrase circule, détachée de la situation, vidée de ses contours. Elle n'est plus entendue comme un geste de soutien, mais comme une prise de position. Non plus comme une réaction privée, mais comme une déclaration symbolique. Le refuge s'effondre. Dans cette transformation brutale, la loge disparaît. Le théâtre s'efface. Il ne reste qu'une image, répétée, commentée, jugée. Le contexte, pourtant essentiel, n'a plus de valeur narrative. Il est relégué au second plan, considéré comme une explication tardive, presque suspecte. Ce qui choque alors, ce n'est pas seulement la phrase, c'est le fait qu'elle ait existé hors du cadre attendu. Qu'elle ait été prononcée par quelqu'un que beaucoup ne parvenaient plus à imaginer réagir ainsi, même dans l'ombre. Ce moment volé révèle une réalité plus dure. Aujourd'hui, le privé n'est plus un lieu. C'est une illusion temporaire. Une illusion qui peut s'effondrer à tout instant, dès qu'une caméra décide que l'ombre n'a plus droit d'exister. Et lorsque cela arrive, il ne s'agit plus de comprendre, il s'agit de juger. C'est souvent dans une phrase apparemment simple que se cache la fracture la plus profonde. Pas dans un cri, pas dans une attaque, mais dans une articulation. Un « mais » discret, presque anodin, qui suffit pourtant à déplacer tout le sens. En reconnaissant avoir blessé, Brigitte Macron a ouvert une porte que beaucoup attendaient. Une reconnaissance tardive, certes, mais nécessaire aux yeux de ceux qui cherchaient un geste d'apaisement. Pourtant,
À peine cette porte entr'ouverte, une autre affirmation est venue refermer l'espace fragile de la réconciliation. Elle n'a pas regretté d'avoir parlé. Et c'est là que le trouble commence vraiment. Car pour une grande partie de l'opinion, l'excuse acceptable est un tout indivisible. Elle suppose non seulement la reconnaissance de la blessure, mais aussi la condamnation complète de l'acte. Dire « je suis désolé » sans renier la parole prononcée revient alors à introduire une nuance que la société ne sait plus accueillir. Dans ce décalage, deux langages se heurtent. D'un côté, celui de l'intention individuelle, de l'autre, celui de la responsabilité symbolique. Brigitte Macron semble parler depuis le premier. Le public, lui, écoute depuis le second. Lorsqu'elle affirme ne pas vouloir regretter d'avoir parlé, elle revendique un droit fondamental, celui de la parole, celui de la pensée, celui de l'imperfection humaine. Mais ce droit, une fois placé sous la lumière collective, change de nature. Il cesse d'être personnel, il devient politique au sens le plus large du terme, non pas comme programme, mais comme projection. Ce qui est alors reproché n'est pas tant la phrase elle-même que ce qu'elle révèle. Une dissonance entre l'image attendue et la réalité exprimée. Une fissure dans une posture longtemps perçue comme cohérente. Et cette fissure dérange plus que n'importe quelle provocation assumée. Car une provocation se combat. Une contradiction, elle, oblige à réfléchir. En refusant le regret, Brigitte Macron ne nie pas la douleur ressentie. Elle la reconnaît même explicitement. Mais elle refuse d'effacer le contexte émotionnel dans lequel la parole est née. Elle refuse que la parole privée soit jugée comme un manifeste public. Et surtout, elle refuse que l'on confonde maladresse et intention. Cette distinction, pourtant essentielle, est devenue presque inaudible. Dans l'espace médiatique contemporain, la nuance est perçue comme une échappatoire, l'explication comme une justification, et toute tentative de complexifier le récit est immédiatement suspectée de calcul. L'excuse n'est plus un chemin, mais une épreuve, et celui qui la prononce doit accepter d'en perdre le contrôle. Ce qui choque alors, ce n'est pas l'absence de compassion, mais l'affirmation d'une limite. La limite entre reconnaître l'impact et renier l'existence même de la parole. Une limite que beaucoup refusent d'admettre, car elle remet en cause un principe désormais implicite, celui selon lequel certaines voix n'ont plus le droit à l'erreur. À travers cette phrase, Brigitte Macron n'a donc pas simplement répondu à une polémique. Elle a mis en lumière un mécanisme plus vaste, une attente collective de pureté, une exigence de cohérence absolue, et une intolérance croissante à tout ce qui échappe au cadre préétabli. Ce paradoxe est d'autant plus fort qu'il survient après des années d'engagement revendiqué. Plus l'image a été associée à une cause, plus la moindre dissonance devient insupportable. Comme si l'engagement annulait à jamais la possibilité du doute, de la colère ou de la parole imparfaite. Ainsi, la phrase n'a pas clos la controverse. Elle l'a déplacée. Elle a transformé une affaire de mots en interrogation morale. Peut-on encore distinguer l'intime du public ? Peut-on reconnaître une blessure sans renier son humanité ? Et surtout, peut-on accepter qu'une excuse ne soit pas une capitulation ? Dans ce refus du regret, beaucoup ont vu une provocation, d'autres une sincérité brutale. Mais tous ont compris une chose. Cette parole ne cherchait pas à séduire. Elle ne cherchait pas non plus à rassurer. Elle cherchait à exister. La question n'est jamais formulée ainsi, mais elle traverse chaque réaction, chaque commentaire, chaque silence. Qui parle réellement quand Brigitte Macron s'exprime ? Une femme, avec ses émotions et ses maladresses, ou une figure à laquelle on a confié une charge morale qui dépasse l'individu ? Pendant des années, cette frontière a semblé claire, presque confortable. Il y avait les apparitions publiques, le langage maîtrisé, les engagements visibles. Et puis, en arrière-plan, une vie supposée privée, tolérée tant qu'elle restait invisible. Le scandale n'est pas né d'une transgression volontaire, mais d'un glissement, le moment où ces deux espaces se sont confondus. À partir de là, le regard change. Ce que beaucoup refusent d'accepter, ce n'est pas une phrase isolée, mais l'idée même que cette phrase ait pu être prononcée par celle qu'ils avaient élevée au rang de référence. Dans l'imaginaire collectif, certaines personnes cessent d'être des individus. Elles deviennent des rôles, et un rôle n'a ni colère, ni peur, ni réaction imparfaite. Dans cette logique, la parole n'est plus jugée pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle contredit.
Dire « je ne suis pas en permanence l'épouse du président » revient alors à briser une fiction tacite, celle selon laquelle la fonction absorbe l'être, celle selon laquelle l'engagement public exige une cohérence totale jusque dans l'ombre. Mais cette fiction, une fois fissurée, laisse apparaître une réalité plus inconfortable, le poids d'une identité imposée. Car être associé à une cause, ce n'est pas seulement la défendre, c'est en devenir le visage. Et lorsque ce visage se détourne, même brièvement, la réaction est immédiate, non pas la compréhension, mais la déception. Comme si la figure devait réparation pour avoir rappelé qu'elle n'est pas infaillible. Dans ce contexte, la question n'est plus de savoir si Brigitte Macron a eu tort ou raison. Elle devient plus fondamentale. A-t-elle encore le droit de parler sans incarner, à chaque mot, ce que l'on attend d'elle? La tension se cristallise ici, entre l'individu et la fonction, entre la spontanéité et la représentation, entre la vie vécue et la vie projetée. Ce conflit n'est pas nouveau, mais il est rarement exposé avec autant de netteté. Et lorsqu'il l'est, il dérange. Car admettre cette fracture, c'est reconnaître que l'on a exigé trop, que l'on a confondu exemplarité et effacement de soi, que l'on a transformé un engagement en contrat moral sans clause de sortie. À travers cette controverse, Brigitte Macron n'a pas seulement été jugée sur ses mots. Elle a été rappelée à un rôle qu'elle n'a jamais formellement choisi, mais qu'elle porte depuis des années. Un rôle qui ne s'interrompt pas, qui ne connaît ni parenthèse ni coulisses. Dans cette logique, le privé n'est plus un espace. C'est une concession temporaire, toujours révocable. Et la moindre faille devient une preuve. La preuve que l'on n'est jamais tout à fait à la hauteur de l'image construite. Ce malaise révèle quelque chose de plus large. Une difficulté collective à accepter que les figures publiques puissent exister en dehors de ce qu'elles représentent. Une peur de la dissonance, une exigence de pureté qui ne laisse aucune place à la contradiction. Brigitte ou l'épouse du président? La question n'a jamais trouvé de réponse claire. Et est-ce précisément cela qui trouble? Car tant que cette distinction reste floue, chaque parole continuera d'être interprétée non comme une voix, mais comme un signal. Et dans ce brouillage permanent des rôles, il ne reste qu'une certitude. Plus la fonction est élevée, plus l'individu est sommé de disparaître. Au cœur de la tempête, une affirmation revient avec insistance, une priorité martelée presque comme un fil de survie. Les victimes, avant tout, c'est vers elles que Brigitte Macron dit orienter ses pensées, ses gestes, son engagement. Une fidélité revendiquée, constante, mais rarement mise en scène. Et c'est précisément là que la défiance s'installe, car dans un espace public saturé de preuves visibles, l'action discrète devient suspecte. Ce qui n'est pas montré est présumé absent. Ce qui n'est pas raconté est considéré comme insuffisant. La retenue, autrefois perçue comme une forme de respect, est aujourd'hui interprétée comme un manque de transparence. La parole, ici, se heurte à un paradoxe cruel. Plus elle insiste sur la discrétion, plus elle nourrit le doute. Brigitte Macron affirme agir sans communiquer, aider sans se mettre en avant, répondre aux demandes sans en faire un récit. Une posture cohérente avec une certaine idée de l'engagement, mais en décalage avec une époque qui réclame des signes, des chiffres, des images. L'invisible n'est plus audible, dans ce décalage, la méfiance gagne du terrain. Non pas parce que l'engagement serait nié, mais parce qu'il échappe au code contemporain de la reconnaissance. Les victimes, elles, ne parlent pas d'abstraction. Elles parlent de vécu, de souffrance, d'attentes concrètes. Et lorsque la parole publique semble trop générale, trop lisse, elle peine à rencontrer ces réalités multiples. Ce malentendu est profond, car en refusant de détailler ses actions, Brigitte Macron protège une intimité, celle des personnes aidées. Mais en le faisant, elle s'expose à une autre lecture. Celle d'une parole déconnectée, trop distante pour convaincre. La frontière entre pudeur et opacité devient alors fragile, presque imperceptible. La controverse a ainsi déplacé le regard. Elle n'interroge plus seulement une phrase, mais un rapport à la visibilité. Faut-il montrer pour prouver? Faut-il parler pour être entendu? Et surtout, qui décide de ce qui est suffisant? Dans cette tension, les victimes se retrouvent prises entre deux récits. Celui d'un engagement revendiqué mais discret et celui d'une attente collective de reconnaissance explicite. L'un se veut respectueux, l'autre rassurant. Entre les deux,
un espace de doute persiste. Ce doute n'est pas une accusation, c'est une conséquence. Une conséquence d'un monde où la confiance s'érode dès que les gestes ne sont pas traduits en symboles publics. Où la parole compassionnelle doit être accompagnée de preuves tangibles pour être crue. Où l'intention, seule, ne suffit plus. Ainsi, en affirmant être là sans le dire, Brigitte Macron se heurte à une réalité implacable. Le silence, même bien intentionné, n'est plus neutre. Il est interprété, questionné, contesté. Ce n'est pas tant ce qu'elle fait qui est mis en cause, mais ce que l'on ne voit pas. Et dans ce champ de perception tronqué, chaque absence devient un argument, chaque discrétion une faille. La défiance ne naît pas d'un refus d'aider. Elle naît d'un décalage entre deux temporalités, celle de l'action, lente et silencieuse, et celle de l'opinion, immédiate et exigeante. Dans cet espace tendu, une certitude s'impose. Même la bonne volonté, lorsqu'elle se tait trop longtemps, finit par être mise à l'épreuve. Au terme de cette séquence, une chose apparaît clairement. Cette prise de parole n'a jamais eu vocation à clore le débat. Elle n'a pas éteint la colère, ni dissipé le malaise. Elle a, au contraire, mis en lumière une fracture plus ancienne, plus profonde, que beaucoup refusaient de regarder en face. À 72 ans, Brigitte Macron n'a pas seulement répondu à une polémique, elle a exposé les limites d'un rôle devenu trop étroit. Celui d'une figure à laquelle on demande d'être à la fois humaine et irréprochable, engagée et silencieuse, sincère et parfaitement alignée. Une équation impossible. Ce que cette affaire révèle, ce n'est pas l'échec d'une excuse, c'est l'épuisement d'un modèle. Un modèle dans lequel certaines paroles sont tolérées chez les uns, mais interdites chez les autres. Un modèle où l'on exige des symboles qu'ils se comportent comme des individus, tout en leur refusant le droit à l'erreur. Dans cette tension permanente, la parole devient un risque, le silence une faute, et entre les deux, il ne reste plus d'espace pour la nuance. La controverse n'a donc pas opposé des camps irréconciliables. Elle a surtout révélé une attente collective démesurée, celle d'une cohérence absolue, sans faille, sans zone grise, une attente qui transforme chaque mot en verdict, chaque hésitation en preuve. Brigitte ou l'épouse du président. La question demeure, intacte. Et est-ce précisément pour cela que cette histoire continue de troubler? Parce qu'elle ne propose aucune réponse simple. Elle oblige à accepter une réalité inconfortable, celle où les figures publiques ne cessent jamais vraiment d'être observées, même lorsqu'elles parlent depuis l'ombre. Cette excuse n'a pas refermé l'histoire. Elle l'a déplacée. Elle a fait émerger une interrogation plus vaste, plus dérangeante encore. Dans une société qui réclame des prises de position constantes, reste-t-il une place pour la parole imparfaite? Et surtout, qui décide du moment où l'on n'a plus le droit de parler comme soi-même?